La procession de la cerca, les hommes sont en tête, habillés de blanc, avec une cagoule sur la tête mais relevée, de façon que le visage soit découvert, et une cape qui est le symbole de la confrérie, avec les armoiries de Saint-Jean-de-Latran et une croix de Malte. Les hommes sont placés deux par deux, les chantres sont à la fin, et les deux derniers sont le prieur et le sous-prieur, qui sont les membres d'honneur de cette confrérie, qui chaque année sont renouvelés. Ensuite, il y a les femmes, toujours deux par deux, avec, à la fin, un confrère qui est chargé du service d'ordre. Et comme à Brande, il y a 4 confréries. Il y a la confrérie dont je suis le président, Santa Croce à Porrette. Il y a la confrérie Saint-Barthélemy de Poz. Il y a la confrérie Saint-Erasme d'Arbalongue et la confrérie Sainte-Marie de Casté. Nous avons décidé de faire une fédération des confréries de Brande, dont je suis le président. Cette fédération des confréries, donc, elle a pour but de mettre en valeur la Semaine Sainte à Brande, dans les 4 confréries. Si vous voulez, je vais un peu vous expliquer le déroulement des différentes cérémonies qui vont avoir lieu. D'abord, la tradition veut que dans la piève de Brande, comme dans la piève de l'Aude, alors qu'ailleurs ça ne se fait pas, nous avons la chance, la tradition veut qu'on mette plusieurs morceaux de palmier tressés en haut des croix. Donc nous avons chaque année la confection de 2 palmes, on appelle ça des palmes, un grand qui va sous le Christ qui est porté par les hommes, et un petit palme qui est sur le Christ porté par les femmes. Tu n'as pas mis sur les pites, tu n'as pas mis sur les ciseaux là. Les ciseaux c'est dans les pites. Non, sur l'église. le carton. Attends.
savoir que bon, les traditions ne se sont jamais perdues, parce qu'il y a toujours eu une personne au village pour pouvoir tresser. Il y a eu un petit blanc, je dirais, au niveau, il y a une dizaine d'années, où ils étaient plus que 2 ou 3 à tresser, et chacun se tressait en fait dans son coin, quoi. Se retrouver le soir pour tresser, pour faire le palme pour le vendredi saint. Et là, depuis presque 5 ans, 5-6 ans, on a essayé on est une équipe de jeunes là, à avoir repris le tressage. On a appris déjà, les vieux nous ont appris à tresser. Jean Valère et moi m'a appris il y a une dizaine d'années. Et comme il en avait assez de tresser, qu'il a fait des palmes pendant 40 ans, il m'a passé le flambeau, je dirais. Il nous a passé le flambeau. Et donc là, ce qu'on essaye un peu de faire, c'est aussi de se retrouver dans un moment de convivialité, autour d'un verre, autour d'une palette, autour d'un bon repas, et en même temps pouvoir se rencontrer, tresser, quoi, passer la semaine sainte au mieux possible, quoi, et pouvoir tresser tous ensemble. Ça permet déjà que ce soit plus convivial, moins monotone d'être seul à la maison en train de tresser. Mais également, c'est la porte ouverte un peu à tout le monde, où tout le monde peut venir et regarder, peut apprendre, ou rien du tout, juste partager un moment de convivialité, quoi. Brigitte? Oui, c'est prévu aussi, merci. Moi, c'est prévu aussi. Alors je m'en aille. Et toi, Marianne? Très bien. J'ai mis citate en fait. Ça a toujours été les vieilles, quand j'étais jeune, c'est les vieilles qui faisaient ça. Elles se réunissaient chez quelqu'un et depuis on a gardé cette habitude de se réunir toujours chez les uns chez les autres. Certaines années, ça change un peu. On se prépare presque un an à l'avance, on prépare la forme ensemble. Enfin, il y en a quelques-uns qui préparent la forme, qui déterminent, on propose ce qu'on va faire comme forme. Les formes changent chaque année. On a 2 croix et on fait des motifs différents, un religieux et un profane. Je l'ai où? Ah ben 10 ans, c'est après la croissance, c'est les 100 balles sous le cœur. Franchement, tu as dit que tu avais sous le cœur. C'est laquelle? Laurent, je l'ai posé. Tu as dit qu'il entendait le sous le Tu cœur. veux, oui. Dominique, pas de sucre. On dirait que Dominique faire une écho, chercher. Les motifs, on a toujours un motif, la croix des hommes et la croix des femmes, un motif pour la croix des hommes, un motif pour la croix des femmes, et il y a toujours un motif religieux et un motif profane. C'est-à-dire que le motif profane, ça a toujours, par exemple, c'est un bateau. Herbalongue a été un village de pêcheurs, de marine, et c'est une marine. Donc un bateau, une ancre de marine, un globe terrestre, enfin, on a fait beaucoup de... Et le sujet religieux, ça peut être un calice, une hostie, un ange, un ostensoir. Enfin, voilà, c'est toujours... et on maintient cette tradition parce qu'on trouve que c'est une belle tradition et que ça rappelle quand même, c'est pas que des motifs, nos motifs, ils sont figuratifs. Mon but, c'est de transmettre ce que m'ont transmis les vieux et de le transmettre à des jeunes pour que ça ne se perde pas.
Oui, ça, on va les faire sortir. Mais ça, c'est un peu petit, regarde. Mais oui, on voilà. sent. Il me semble, oui, que ça fait petit. Tu n'en as plus, toi, de branches. Et non. Moi, celle que j'avais, je t'ai montée. Là, regarde celle qu'il y a là. Elles sont trop larges. Chérie, passe-moi le 2 secondes. Elles vont pas faire. Merci. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, c'est toujours, je dirais, les mêmes personnes qui font les palmes depuis que je suis jeune, que je vois les mêmes personnes faire les palmes, c'est très intéressant. Donc on a appris sur le tas à les voir faire comme ça, et puis un jour on a dit, bon, pourquoi pas, on ne le ferait pas nous, puisque, je veux dire, ça, à un moment donné, il faut quand même que les jeunes prennent la relève. Donc on s'est lancé avec Myriam Pontigat et Sylvie Iozia, et nous avons fait notre premier palme qui a été une réussite. Donc nous avons continué comme ça. Depuis, nous le faisons toutes les années, toutes les 3. Et on a greffé d'autres personnes avec nous, d'autres jeunes, et notamment des enfants. Alors on leur a mis un challenge en fait, en leur disant, vous faites, vous tressez, si c'est pas parfait, ça fait rien, on le met quand même sur le palme. Parce que si on les intéresse pas et qu'on leur donne pas, je veux dire, ils prendront jamais la relève. Donc le but c'est d'avoir toujours quelqu'un qui perdure la tradition pour pas que ça se perde. Non mais ouais, s'il te plaît. Une allure, toi. Ouais. On a bu. Voilà. D'accord. Allez. Donc avec des motifs différents chaque année. Alors on se creuse la tête, oui, parce que pour pas essayer de refaire les mêmes choses. Pour que ça soit différent, des motifs différents. On essaye de trouver des façons de tresser différentes aussi pour donner un autre cachet, pour innover aussi. Donc on pioche des idées un petit peu partout, dans tout ce qu'on peut voir. La particularité chez nous, c'est que les 3/4 des palmes, ça a toujours un motif dans le rond. Et depuis qu'on a repris, on a essayé de faire différent. Donc vous pouvez filmer ceux qu'on a, je veux dire, s'il y a des motifs différents. On a fait des losanges, on a fait des formes, d'autres formes. Cette année aussi, c'est encore une forme différente pour sortir du traditionnel rond qui était tout le temps fait en fait. L'intérieur. L'intérieur, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui est fait. Il y a ça. Il faut bien au milieu, s'il te plaît. Parce qu'après, il faut bien qu'elle prenne le milieu parce qu'après. Oui, voilà, parce que si tu prends pas au milieu, ça fait une corde. Ça fait une corde. Combien tu en fais? Là, il faut 1, 2, 3. Alors pour la confection des palmes, il y a une équipe, je dirais, à la fois de gens qui sont investis, passionnés aussi, parce que bon, il y a le côté travail manuel, évidemment, qui ressort. Le fait que c'est une tradition qui soit originale, parce que dans beaucoup d'endroits en Corse, malheureusement, c'est un savoir-faire qui existait, mais qui s'est perdu, et qu'on a réussi, quand même, sur cette pierre de Brando, à conserver dans les 4 confréries. Et donc, le tressage des palmes, c'est à la fois la transmission de la tradition du savoir-faire manuel, je dirais, mais au-delà de ça, c'est aussi la rencontre, finalement, de gens qui appartiennent à une même communauté et qui, dans ce moment précis de l'année, on va pouvoir se retrouver, partager à nouveau, là où la vie moderne ne nous laisse pas toujours le temps, parce que chacun a ses occupations, sa vie de famille, ses métiers, donc on n'a pas toujours le temps de se trouver. Et finalement, la période pascale, c'est un peu une bouffée d'oxygène, une espèce de poumon de vitalité durant laquelle le village est un peu en ébullition entre le tressage des palmes, les champs, les églises que l'on fleurit, les reposoirs. Voilà, tout ça c'est la Semaine Sainte. Alors évidemment, il y a le côté aussi religieux, il y a la foi, mais c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là qui est quand même très important. Plusieurs dames du village, presque toujours les mêmes, et une semaine ou 15 jours avant, on fait appel à tout le monde en disant que celles qui veulent venir peuvent venir à l'église pour nous aider. On fait appel à toutes les bonnes volontés pour venir participer, donner des idées de façon à mettre en place la déco, les fleurs.
Pour l'achat des fleurs, nous demandons un petit peu à ce que tout le monde nous donne une petite obole, mais enfin sans forcer les gens. Ceux qui veulent bien donner, donnent, et puis voilà, nous essayons de faire les choses par nous-mêmes et de ne pas trop demander. Pour ce faire, nous avons acheté des tissus, nous avons acheté les fleurs, et puis toutes les années, nous essayons d'un petit peu modifier, pour pas que ce soit toujours pareil, malgré que c'est assez difficile, puisque c'est toujours le même décor en fond. Et voilà, alors nous ne sommes pas très nombreuses à répondre à cet appel, mais enfin tout se passe bien, on arrive à tout faire. Notre travail pour le reposoir consiste aussi à récupérer tout ce qui peut être récupérable, comme des chandeliers, comme le Christ qui était en très mauvais état, de rénover, de remettre un petit peu tout ça au goût du jour, et non seulement de créer un reposoir qui soit priant, et ce qui est nouveau, c'est que nous demandons surtout à des jeunes de venir, et maintenant, lorsqu'on fait un reposoir, tout le monde donne son avis. Tout le monde est prié de dire ce qu'il pense, quelle est son idée, et puis finalement on arrive à se soumettre à la majorité de ce que les gens peuvent dire, s'il faut un tissu rouge, un tissu blanc, s'il faut des fleurs, pas des fleurs, de lumière. Tout se discute et toutes les décisions définitives sont prises en harmonie avec toutes les personnes qui sont là pour faire le reposoir. Le jeudi saint, le soir, donc à 21h, on fait une procession nocturne dans le village, à travers le village de Porrette. Puis on retourne dans la confrérie Sainte-Agroge, où on procède à l'appel de chaque confrère, de chaque consoeur, qui paye sa cotisation pour l'année. Le prieur lui donne à chaque confrère, à chaque consoeur, un petit campanile béni, qui est béni normalement à la messe du jeudi saint par le prêtre et qui est distribué le soir à la fin de la procession. Après cette distribution et ce paiement des cotisations a lieu l'office des ténèbres. L'office des ténèbres, ça retrace la passion du Christ. L'office des ténèbres se compose d'abord par des psaumes qui sont chantés un peu à l'unisson, un peu en polyphonie. Ensuite, il y a les lamentations de Jérémie. Ensuite, il y a 3 leçons. Et ensuite, il y a le chant du Miséraire. Et ensuite, il y a le chant du Benedictus.
pendant le déroulement de cet office des ténèbres, l'église, la chapelle, est en demi-obscurité. Et sur l'autel que vous avez derrière moi, il y a 6 chandeliers sur l'autel. Et devant l'autel, il y a un triangle où il y a 15 petites bougies. Ces 15 bougies représentent les stations, les différentes stations. Au fur et à mesure que l'office est psalmodié et chanté, on éteint une bougie sur le triangle, en commençant par le côté droit, le côté de l'épître. Une bougie d'un côté pour un psaume, le deuxième psaume, une bougie de côté opposé. Et ainsi de suite jusqu'en haut. Le dernier cierge qui est sur le triangle reste allumé. Ce cierge-là, à la fin de l'office, il est normalement caché derrière l'autel et il revient pour la résurrection du Christ à Pâques. Et les 6 candélabres qui sont sur l'autel, également, ils sont éteints à chaque fois au chant du miséraire. C'est-à-dire qu'à chaque couplet du miséraire, on éteint un cierge qui est sur les candélabres de l'autel. Donc on commence toujours par le côté droit, l'épître, un du côté gauche et ainsi de suite. Et donc à la fin de l'office, on est pratiquement dans l'obscurité, il n'y a plus qu'une seule bougie sur le triangle. Au moment, donc à la fin de l'office, on s'agenouille à l'autel, on récite les dernières prières, c'est le Christ est mort, donc comme dans la Bible, comme dans les évangiles, c'est les ténèbres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On éteint cette bougie et on fait du bruit, on fait du vacarme, c'est-à-dire l'orage quand le Christ est mort. Et donc on tape également sur le sol avec les mains, avec les crécelles, et avec des feuilles d'agave, des feuilles d'agave, oui, on tape sur le sol pour faire du bruit. Ça, c'est la fin de l'office des ténèbres. Je vais vous expliquer un peu comment se présente la procession. En tête, vous avez 3 confrères avec chacun un bâton. On appelle ça Igapidasta. Ensuite, vous avez la croix avec un linge blanc qui représente le linceul du Christ. Et de chaque côté de la croix, les lampions. Ensuite, vous avez le Christ qui est surmonté d'un palme avec 2 lampions de chaque côté, portés par un enfant de cœur. Ensuite, vous avez tous les confrères 2 par 2. Ensuite, vous avez les chantres, toujours confrères. Et le dernier, c'est le prieur et le sous-prieur. Ensuite, vous avez une petite croix là-bas, qui est surmontée d'un palme, portée par une dame, une consoeur. Et ensuite, vous avez toutes les consoeurs 2 par 2. Et vous avez 2 confrères à part, qui ont eux aussi 2 bâtons, un bâton chacun, qui s'occupent du service d'ordre. Un pour les hommes, un pour les femmes. Voilà le déroulement, comment s'organise la procession. Lors de la Semaine Sainte, le prieur, c'est celui qui s'occupe un peu de tout ce qui est le côté religieux et la préparation des églises. Avant, il a d'autres tâches à faire. D'abord, il faut aller cueillir les palmes. Donc, le prieur doit aller préparer les palmes. Il doit les cueillir avec d'autres confrères, bien sûr. Et il doit les conserver. Il doit les conserver jusqu'au tressage. Donc, il faut les mettre, soit on les enterre, comme font certains, soit on les met dans un endroit sombre, enveloppé dans des tissus humides. Il faut les humidifier au fur et à mesure pour qu'elles soient prêtes au moment du tressage qui commence le lendemain des rameaux. Et puis après, il y a le tressage des palmes. Et donc le prieur qui a choisi avec ceux qui tressent, il a choisi le motif des palmes qui vont orner les croix.
c'est lui qui monte les palmes sur les formes qui vont orner les croix, avec le sous-prieur ou avec d'autres personnes. Après, il y a la préparation de l'église, donc avec les autres confrères, naturellement. On doit préparer le sépulcre qui est monté là-bas. Alors justement, nous, on a une particularité à Herbalongue, c'est que notre sépulcre se monte sous un tendone. Un tendone qui est un dé de tissu. Et c'est à ce niveau aussi où on a une petite particularité en tant que confrérie de marins, c'est que ce tendone est porté par des poulies. Il y a des poulies, donc on monte un petit peu ça comme on monterait un gréement, quoi. Et on a les poulies qui sont accrochées un peu partout dans les angles au-dessus du sépulcre. C'est lui aussi qui désigne les porteurs de masse pour la procession. C'est en gros le rôle du prieur à l'heure actuelle pour le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, ce serait le point d'orgue, je dirais, de la Semaine Sainte, puisque c'est toute une semaine qui s'organise pour que tout se passe bien. Le Jeudi Saint, donc le jeudi soir avec la première procession déjà, et le vendredi pour la Tcherka, puis la Granido le soir. C'est vrai que la Tcherka, c'est une recherche perpétuelle vis-à-vis du Christ et de ce qu'il a vécu. Voilà. Moi, je le décrirais comme ça. Quelle que soit la manière dans laquelle on vit sa foi, avec laquelle on vit sa foi plus précisément, la Tcherka, tout le village se retrouve. Et il y a cet aspect, je dirais, religieux, pieux, qui est très présent, mais à côté de ça aussi, il y a cet aspect paradoxalement assez festif, en fait, hein, et c'est ce qui fait aussi la beauté de cette cérémonie. Donc ça, c'est plutôt intéressant à vivre. Saint-Erasme, c'est le protecteur des marins. C'est vrai que Herbalongue, ça a toujours été une marine très active. De nombreuses familles qui ont participé à la confrérie, soit étaient marins, soit étaient patrons pêcheurs, soit étaient au long cours, enfin bref. Alors de ce qu'on connaît de la confrérie, c'est initialement donc, sur la pièce de Brande, il n'y en avait qu'une qui s'appelait Santa Groge, et puis petit à petit, les autres confréries s'en sont détachées. De mémoire, je crois que la confrérie de Saint-Erasme s'est à peu près détachée vers les années 1800. Ensuite, elle est tombée en sommeil, cette confrérie, petit à petit, et elle a été recréée, si on peut dire, dans les années 90. Je pense que c'était en 96, puisque l'association donc des confrères d'Herbalongue sous l'appellation de Saint-Erasme a été créée ces années-là. Et donc depuis, elle a pu cesser son activité. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens qui s'investissent dans ce cadre-là. On a recréé la confrérie en 1994 parce que on voyait que notre église, notre confrérie justement, était à l'abandon complet. Et malgré que le Vendredi Saint est toujours la procession, mais l'église et la confrérie, tout était à l'abandon complet. Alors on a décidé avec plusieurs personnes de recréer la confrérie dont on appelle maintenant Sainte Marie de Brande, pour pouvoir essayer de reformer la confrérie, d'essayer d'entretenir la tradition du Vendredi Saint. Et maintenant, on a quelques jeunes, heureusement, qui sont en train de recommencer de prendre la succession des anciens. Et ça, c'est un bien qu'on ait justement ces jeunes qui refont les palmes.
confrérie de Potz est spéciale parce qu'elle est rattachée à la fosse commune de Potz, au cimetière communal de Potz, qui est spécial en Corse. C'est le seul, parce qu'on n'en connaît pas d'autres. Parce que c'est un cimetière qui a été fait par un architecte qui était un descendant des Ferdinand et qui a fait ça pour les gens qui n'avaient pas de moyens. Et avant, souvent, on enterrait les gens dans les jardins. Et voilà, donc on a créé un cimetière en sachant qu'un cercueil sert pour tout le village. Le cercueil sert pour la cérémonie à l'église. On prend le cercueil, on cherche la personne, et après, on fait la cérémonie à l'église et on le monte au cimetière. Au cimetière, on l'enlève du cercueil et on le met dans un casier. Il faut savoir qu'il y a 90 casiers. Et on retire le plus vieux des casiers, qu'on met dans les 2 ossuaires du cimetière. Et c'est pour ça aussi que le soir de l'office des ténèbres, on paye des cotisations qui sont pour l'entretien du cimetière de Potz. Le cimetière appartient au village de Potz, ça n'appartient pas à la commune. Justement, il y a un registre qui date de 1855, donc la tombe a été terminée en 1855, parce que le premier mort date de 1855. C'était le cimetière et la fosse commune ont été créés surtout à l'époque où Potz n'avait pas d'église, parce qu'il y avait un couvent, c'était un couvent, le couvent de Capucci, qui était privé, et on dépendait de Castille. On descendait nos morts à Castille. Et c'est pour ça que un des descendants des Ferdinand qui avait fait fortune justement en Amérique était revenu et qui a créé ce cimetière, en sachant aussi que c'est la même personne qui a construit le port de Messine. Donc quand on arrive à proximité d'un sépulcre, donc une des 12 ou 13 églises qui sont sur l'ensemble de la commune, donc il y a des chants qui sont entonnés, c'est le Stabat Mater, avec un berceau qui est particulier, donc c'est une mélodie qui est particulière à l'arrivée de la procession dans l'église. Ensuite, la procession s'organise autour du sépulcre, on commence à prier, à faire des prières. Et un homme, généralement, dit ce qu'on appelle l'acte de contrition. Et à partir de là, on chante de nouveau le Stabat Mater avec une mélodie différente, un autre berceau qui est spécifique du sépulcre. Et ensuite, en fonction des églises, on a un chant de sortie, généralement. Nous, on a plusieurs chants. On a le Benedictus qui est relié, que l'on chante plus précisément lors des sorties d'église qui se trouvent à proximité des cimetières. C'est une tradition, ça a toujours été comme ça. Et ensuite, on a 2 autres chants qu'on entonne de manière indifférente. Le Lormez Sanguigne et l'autre chant, c'est un autre Stabat Mater qui a un berceau différent. Voilà.
Cinque Padre nostro, cinque Ave Maria, cinque piaghe nostre Signore Gesù Cristo. Pater noster qui es in cielo sanctificat momentum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo e in terra. Padre nostrum quotidiano da nobis hodie debite nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostris, et de nos in ucas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostri. Amen. Miserere nostri Domine. Miserere nostri. Pater noster qui es in cielo sanctificat nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo e in terra. Padre nostrum quotidiano da nobis hodie debite nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostris, et de nos in ucas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Reciteremo cinque Padre nelle glorie per cinque piaghe del nostro Signore Gesù Cristo. Pater nostro per il cielo. La cérémonie de la parata, c'est le symbole, il faut y être au départ. Parce que vous avez la confrérie, par exemple, de Porrette qui arrive au village de Potz. Bien avant l'église, vous avez 5 confrères qui viennent à notre rencontre. Il y a les 3 de tête, les 3 confrères qui sont en tête de la procession de Potz, qui ont des bâtons, comme ceux que vous avez au fond, là, qui eux viennent à notre rencontre. Et le prieur et le sous-prieur de Potz viennent également à notre rencontre, donc à 500 mètres de l'église. Et là, au moment où on arrive à se côtoyer comme ça, il y a un salut, pas de parole, pas de discussion, il y a un salut comme ça. Et ceux de Potz nous accueillent, nous saluent, et nous répondons. Et ensuite, on les suit. Ils nous introduisent dans leur église, dans leur confrérie, dans leur
Et ensuite, nous rentrons dans l'église. Et les deux confréries sortent ensemble, uniquement les hommes, et nous faisons la granite, procession circulaire sur la place de l'église. Ensuite, nous rentrons encore dans l'église pour nous séparer. La procession de Poreto, la confrérie de Poreto se met en rang donc, pour faire la haie d'honneur à la confrérie de Pozzo. C'est un peu compliqué, mais le déroulement de la cérémonie, il faut y assister pour comprendre le cérémonial. Et quand on ressort, exactement le même cérémonial. Ils nous accompagnent à la sortie de leur église jusqu'à 500 mètres et bonne soirée, à l'année prochaine, et on repart. Et le prieur, le sous-prieur de la confrérie qui nous reçoit se mettent dans notre procession, devant notre prieur, le sous-prieur, comme pour nous accueillir eux aussi. Il y a ceux qui sont en tête et le prieur, le sous-prieur. Et eux se mettent à la fin, mais devant notre prieur et notre sous-prieur à nous, pour nous accueillir. Choses qui ont été écrites sur la granite, voilà, ça c'est quelque chose que les gens ont décrit et cet enroulement et ce déroulement, c'est ce qui correspond à la vie, je dirais. On s'enroule jusqu'à un point limite qui serait le moment où on décède, et puis le déroulement correspondrait à la résurrection de la chair. Donc ça c'est assez bien décrit, je dirais, c'est quelque chose qu'on retrouve, même s'il y a d'autres explications. C'est vrai que la cerca, c'est une recherche perpétuelle vis-à-vis du Christ et de ce qu'il a vécu. Voilà. Moi, je le décrirais comme ça. Il s'en est fallu de peu finalement que ces chants et tout ce patrimoine se perdent à jamais, puisqu'il était transmis de tradition orale. Et donc heureusement que grâce à l'investissement de certains, je pense évidemment à Michel Perret ici pour le village, hein, pour Poreto, de Patrick Palmisano également. Et il nous appartient aujourd'hui à nouveau à transmettre tout ça. Et donc il y a aussi ça à faire passer, avec le chant, il y a aussi ça à essayer peut-être de faire passer chez les jeunes. Dans une société qui est très matérialiste quand même aujourd'hui, et très individualiste,
il est évident que quand on fait la jerka, le but, c'est pas de se donner un spectacle. Voilà. Ce qui est important, c'est que ce que l'on vit ici, c'est pas du folklore, c'est quelque chose de vivant. Je veux dire, c'est quelque chose qui doit le rester, parce que si on commence à faire ça uniquement pour maintenir un peu, mais ça devient une espèce de théâtre, quoi. Au final, on folklorise les choses, on les vide de leur sens, et c'est la meilleure manière pour qu'elles meurent à terme. Parce que une fois qu'on aura marre de faire ces choses-là, de se donner un spectacle, c'est évident que ces traditions-là vont tomber. Donc il faut vraiment que ça reste quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose qui nous porte, pour que justement jamais ça ne tombe dans le folklore.